cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cette race d'humanoïdes extraterrestres qu'on appelle les Humites et qui aurait découvert notre planète dans les années 50. Bon, là, je vais vous dire comment ils ont découvert notre Terre. Lors des premières émissions d'ondes radio en 1934, un signal fut envoyé de la Terre vers l'espace et ce message émis depuis la Terre sera reçu en 1949, soit 15 années plus tard, par des habitants de la planète Humo. C'est une planète qui se situerait dans l'univers à 14 années-lumière de la Terre. C'est dire à la distance qui séparait les deux planètes. Les Humites vont découvrir que ce message radio est envoyé sous une forme de morse. Et après avoir essayé de le décrypter, ils arriveront à retrouver la provenance du message radio. Selon leur dire, il provenait d'un système solaire. Bon, ils vont décider d'envoyer une mission de reconnaissance vers ce système solaire. Mais dans certaines de leurs lettres qu'ils enverront par la suite à leur contact terrestre, ils diront qu'ils n'avaient pas fait très attention à notre système solaire. Parce qu'ils le créditaient de quatre grosses planètes, trois pour les avoir détectées, Saturne, Jupiter et Neptune. Et la quatrième grosse planète n'apparaissait pas clairement, mais à cause de ses altérations avec l'orbite du Soleil, on soupçonnait sa présence. Mais quand le premier corps expéditionnaire humide approchait à l'entrée de notre système solaire, ils vont constater que la fameuse quatrième grosse planète correspondait en fait à trois planètes telluriques, Vénus, la Terre et Mars. C'était l'ensemble des trois qui leur faisait croire que c'était une seule planète. Le voyage vers notre système solaire n'aurait duré que 6 mois car ils expliquent qu'ils peuvent contracter l'espace-temps devant eux en franchissant une sorte d'hyperespace. Ils ouvriraient ainsi un couloir d'espace-temps qui raccourcirait les distances. Et au bout de ces 6 mois, ils avaient fait 3 orbites autour de la Terre, mais ils sont quand même repartis vers leur planète. Ce n'est que par la suite qu'ils décideront d'envoyer sur Terre un corps expéditionnaire. Et là, ils racontent leur arrivée sur Terre. Je vais vous dire ce qu'ils ont transmis par courrier à leur contact terrestre. Et le 28 mars 1950, à 4h16 minutes, trois de nos nefs apparurent subitement en un point situé au-dessus de la France, à 7 km au-dessus d'un endroit situé à 13 km de la ville de Digne et à 8 km de la localité de la Javie, dans le département des Basses-Alpes. Les trois vaisseaux descendirent rapidement et touchèrent le sol à 4h17 GMT. Les pieds extensibles s'enfoncèrent à peine dans le terrain rocailleux d'un contrefort alpin, non loin de ce que nous avons identifié par la suite comme le pic du Cheval Blanc, haut de 2323 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, et non loin du petit cours fluvial de la Bléone. Une grande nébulosité empêchait à cette heure nocturne une vision directe des alentours. Les images obtenues dans la gamme des 1640 à millimicrons permirent néanmoins de visualiser les alentours. Des plantes d'une morphologie étrange poussaient dans les environs. La morphologie érodée du terrain permettait de reconnaître quelques accidents accusés, comme le lit de la rivière citée. L'une des nefs se tenait à une altitude de 30 mètres, prête à intervenir en cas d'attaque. Néanmoins, l'endroit paraissait désertique. Furent recueillis au sol quelques insectes et arrachés quelques espèces végétales, identifiés par la suite comme des Erica carnea et des Valeriana celta. Mais bon, il était nécessaire de commencer les travaux d'une sorte de petite base, une construction souterraine d'urgence. Celle-ci s'est faite en creusant l'intérieur d'une montagne. Peu avant l'aube, nos nefs se déplacèrent dans un petit bois d'étranges arbres à feuilles filamenteuses, identifié par la suite sous le nom de Pinus montana. La galerie ouverte dans le sol avait une longueur de 4 mètres et une profondeur de 8 mètres. Il était taillé avec des cintres extensibles modulaires, faits d'un alliage de magnésium. Le nouveau jour nous réserva, du moins réserva aux expéditionnaires, un beau et nouveau spectacle. Le ciel était plus indigo que sur la planète Humo. L'origine des lumières aperçues le matin fut rapidement éclaircie. Elle correspondait aux localités de Digne et de la Javie. La forme anarchique des étranges constructions attira notre attention. Dans Digne apparaissait dominante une étrange tour que nous sûmes correspondre à une vieille cathédrale romane. Les instruments optiques de fort grossissement se révélèrent les images des premiers êtres, du moins révélèrent les images des premiers êtres terrestres.
On ne notait aucune activité exceptionnelle, ni de nervosité parmi ces personnes, qui ignoraient de toute évidence notre présence. Le 29 mars à 11 heures du matin, les nefs repartirent, laissant sur le sol 6 expéditionnaires, 4 hommes et 2 femmes. Ce même jour, deux de nos frères reçurent l'ordre de réaliser une première exploration à une certaine distance de la galerie, pendant que les autres poursuivaient les travaux dans celle-ci. L'entrée de la galerie se trouvait dans l'un des contreforts montagneux de la région, pas très loin du pic du Cheval Blanc. De là-bas, on dominerait toute la vallée dans laquelle coule la rivière Bléone. Après avoir étudié la vie de l'humanité dans les différentes bibliothèques de France, les humites décideront de quitter leur base pour aller rejoindre l'Espagne. Et à partir de 1965, ils vont finir par prendre contact avec un certain Sesma, un passionné d'ufologie. Dans les courriers, ils expliqueront à Monsieur Sesma euh, qu'ils avaient pris plusieurs copies de nos œuvres d'art, car, disait-il, chez eux, l'art n'était pas aussi développé que chez nous. Dans ces documents, les Humites affirment avoir été eux-mêmes visités pendant très longtemps par des gens extrêmement évolués, qu'ils n'ont parfois jamais réussi à identifier. Ils affirmaient également qu'ils disposaient d'engins très rapides, comme vous voyez dans la vidéo là, c'était un peu ça leur vaisseau, qui très très rapide, qui pour transcender la vitesse de la lumière utilise une astuce de physique que nous n'avons pas encore découverte et qui leur permettrait de joindre la Terre en 6 mois environ, alors que la lumière elle-même mettrait 14 années pour faire le trajet. Dans une lettre adressée à Monsieur Sesma, les Humites affirment avoir exploré près de 400 systèmes solaires et n'avoir trouvé qu'une seule civilisation ayant le même degré d'avancement qu'eux. Des gens petits avec une grosse tête et une autre planète étaient habités par des hommes préhistoriques. C'est dire leur satisfaction d'avoir découvert notre Terre, dont les habitants sont physiquement très semblables aux Humites. Ils possèdent quelques différences morphologiques avec nous, hein, comme l'absence de glotte, mais ces différences sont suffisamment mineures pour pouvoir leur permettre de passer tout à fait inaperçues sur notre planète. Ils nous révèlent aussi que la Terre est apparemment très visitée par de nombreuses civilisations d'extraterrestres qui circulent dans le cosmos. Ils affirment ne pas être la seule race extraterrestre à visiter notre Terre. Ils nous mettent en garde à propos des agissements des petits gris. D'autres extraterrestres. Ceux-ci seraient arrivés sur Terre dès les années 46 et leur planète serait à 96 885 années-lumière de la nôtre. Un de leurs objectifs est de réaliser des expériences psychiques et parapsychiques sur les êtres humains. Ils n'auraient pas vraiment un sens moral très développé, hein. Les gris trouveraient normal de faire des expériences variées sur des êtres étrangers à leur planète. Ils ont eu eux-mêmes des vaisseaux spatiaux reconnaissables par la marque ressemblant à notre H, mais dont le trait horizontal est barré en son milieu et inscrit sur la partie inférieure de chaque engin. Là, je parle des humides, hein, je parle des vaisseaux humides, hein, quand je dis ils ont eux-mêmes des vaisseaux spatiaux reconnaissables par la marque ressemblant à notre H. Quant à leur apparence physique, hein, les humides sont des humains grands, blonds, yeux bleus sur Terre. Ils se feraient passer pour des Suédois, Norvégiens ou Danois, type scandinave. Et on les reconnaîtrait aussi à leur voix. Leur glotte se pétrifierait à l'âge adulte, mais par chance, ils sont télépathes. Les enfants, en fait, perdraient leur capacité vocale vers l'âge de la puberté. Et dès l'âge de 2 ans, les bébés reçoivent un implant qui a la taille d'une lentille dans la gorge. Et cet implant est connecté par des ondes gravitationnelles avec une source d'énergie et un petit haut-parleur. C'est une sorte de voix dite synthétique. Ils ont entre autres des récepteurs ultraviolets dans les poignets et au bout des doigts. Ces récepteurs étant très fragiles, ils appuient sur les boutons avec la jointure des doigts. D'après le contenu de leur courrier, on apprendra entre autres que leur saison serait identique à celle de la Terre, quoique un peu moins marquée, hein, une journée durerait 32 heures au lieu de 24. La planète Humo ne possède pas de satellite comme notre Lune et ses nuits sont très obscures. Elle tournerait autour d'une étoile étant moins chaude que la nôtre, 4500 degrés au lieu de 6000. La planète étant plus proche de son Soleil et son atmosphère, ayant une composition à peu près identique à la nôtre, sa température superficielle a une valeur semblable à la nôtre, quoique un peu plus froid.
La planète Humo n'a pas subi le phénomène de dérive des continents, hein, son magma interne n'étant que très peu actif. Les humides précisent dans leur lettre que ce phénomène de dérive des continents est très rare. La Terre constitue donc une exception. Le nombre d'espèces vivantes sur Humo est bien inférieur à celui que nous connaissons sur Terre. Bah, les reliefs seraient peu accusés, hein. Si vous voulez avoir une idée des paysages humides, hein, ils sont comparables à l'Irlande, hein, disent les lettres, hein. Donc près de montagne, chez ces gens qui ont été fort surpris en survolant pour la première fois notre planète et en découvrant des sommets enneigés. Bah, il n'existe aucune barrière naturelle dans leur continent monobloc, hein. Les activités se sont donc mélangées entre eux, hein. Et il n'existe qu'une race unique, hein, de grands blonds parlant une seule langue. La diversité des ethnies terrestres constituerait, selon eux, l'essentiel de nos problèmes géopolitiques. Bah oui, ça c'est un peu logique, hein, mais bon. Sur leur planète, le régime de gouvernance serait totalitaire, hein, type soviétique. Toutes les terres de la planète Humo sont rassemblées en un unique continent. La planète est peuplée par une seule ethnie, hein, formant une seule nation. Les Humides doivent un dévouement absolu à la collectivité incarnée par un exécutif suprême de 4 personnes qui obéit dans ses moindres caprices. Bah, les adolescents à partir de 13 ans sont éduqués loin de leurs parents, hein. Ils sont envoyés dans des sortes d'universités spécialisées, hein. Ils sont soumis à une discipline assez stricte, hein. Le régime totalitaire du mot est semblable à celui de l'Union soviétique, hein. Bah, l'oisiveté est réprimée sur Humo, hein. L'art n'existe pas, à l'exception de concerts de parfum. Oui, ça c'est. Et tous les actes des humides seraient surveillés et notés par des ordinateurs. C'est un peu Big Brother, hein. Quant à la science, les humides auraient développé une technologie assez développée, hein. Dans l'alerte, ils parlent de la propulsion MHD, de leurs vaisseaux ou des armes micro-ondes qu'ils auraient mis au point. Certaines de ces armes seraient mortelles, d'autres paralyseraient les personnes qu'elles toucheraient. Les humides parlent aussi des trous noirs, des feuillets de l'univers et de la vie après la mort. Pour les humides, par exemple, tous les êtres vivants auraient une âme. En mourant, la communication entre le cerveau et l'âme serait rompue. Et on continuerait d'exister dans un autre monde. Et là, bon, ils expliquent qu'ils ont des maisons bien étranges, hein. Par exemple, un jeune couple vit généralement dans sa Xaabi. Ils appellent ça, c'est leur maison, hein. C'est dit en humide. Que vous pouvez imaginer comme une tour pavillon ou un chalet situé en pleine montagne. Cette maison leur a été fournie par le Conseil du Mot, hein, c'est le gouvernement. Quand le couple, une fois sa formation culturelle et technique terminée, commence à faire partie de la communauté du Mot. Bon, les tours habitations que nous appelons Sarabi, hein, en langage humide, hein, ont une forme de champignons terrestres, hein. Ils émergent quelquefois, spécialement de nuit, hein, de leurs fosses en forme de puits dans lesquelles elles peuvent monter ou descendre à volonté. Ben, pour un observateur terrestre, la campagne du Meaux, à la nuit tombante, semble remplie de phares côtiers. Ceci est dû au fait que nos habitations, du moins leurs habitations, seraient giratoires selon la volonté de leurs habitants, pour leur permettre ainsi d'avoir la vision continue à l'horizon. Bah, les lumières décrivent un mouvement de rotation qui est à l'origine de cette petite illusion d'optique, hein. Mais bon, les humides nous expliquent que tous les habitants du monde ne posséderaient pas ce genre de maison, hein. La grande majorité des habitants de Humo habiteraient dans des sortes de villes. Ça, c'est vraiment exceptionnel, ceux qui obtiennent ce genre de maison à la campagne. Et enfin, j'en terminerai par les sondes d'exploration humide. Lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, les humides expliquent dans leur texte comment ils procèdent pour explorer le sous-sol. Ils disent qu'ils déposent au sol un petit objet qui a la taille d'un œuf à repriser. Celui-ci crée immédiatement un champ électromagnétique hyperfréquence qui fait fondre la roche, du moins le sol et la roche environnante. L'œuf s'enfonce dans la galerie ouverte par fusion, qui se referme derrière lui en se solidifiant de nouveau. Bah, il dématérialise son environnement et avance dans la roche en créant autour de lui un champ de force de la place, combinant ainsi un courant de décharge électrique et un puissant champ magnétique. Quant à la sonde, arrivée à une bonne profondeur, elle émettra de nuit une importante décharge de rayons qui sera captée par l'OVNI qui survolera le secteur. Le signal est décrypté par l'ordinateur de bord qui fournira une cartographie détaillée de la cavité où se trouvera la sonde.
Bon, là, comme vous voyez, hein, ce que je viens de vous parler de la civilisation des Humites, hein, tout ceci, nous l'avons obtenu grâce à des contacts, hein, des courriers que ces extraterrestres ont envoyés à leurs contacts espagnols. Et ils y décrivent certaines caractéristiques de leur science, de leur planète, de leur peuple. Mais bon, ils occultent que leur monde a subi les mêmes évolutions que le nôtre, hein. Vous avez eu des tyrans, des dictateurs qui ont massacré des millions d'êtres chez eux, hein. Bon, ça, ils vont pas vous le dire, hein, parce que ils ont évolué, donc ils se font passer pour une civilisation très très développée. Mais bon, ils ont une histoire comme nous, hein. Il y a eu des guerres, des crimes abominables. Ils ont eu une dictatrice, hein, c'était une femme, qui a massacré une partie de leur population et qui s'était lancée dans le développement scientifique. C'est à partir de son régime que les Humites avaient commencé à travailler la science.